Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11, dans lequel le jeu Gaïa va vous être présenté. Bonjour, donc je vais vous présenter le jeu Gaïa qu'on a conçu dans le cadre du RMT Maël et qui cherche à répondre à la question, avec bien sûr des apprenants, comment nourrir une population de façon durable sur un territoire donné. Au début, de la création du RMT, là, en 2020, on a fait une sorte de brainstorming dans lequel on a réfléchi en se disant qu'on voulait faire un jeu sérieux prenant en compte les enjeux du changement climatique, les enjeux alimentaires, et ce, à l'échelle d'un territoire et pas à l'échelle de l'exploitation. Donc, nous avons créé ce jeu que nous avons appelé Gaïa, et qui est bien effectivement à l'échelle macroscopique, qui va permettre de voir les éléments sur l'alimentation en termes de quantité et en termes de qualité, et qui va faire le lien entre l'alimentation, l'agriculture et les performances nourricières. Et le tout va ressortir l'impact environnemental et la résilience des systèmes. Et à l'issue de la création de ce jeu, pour donner un petit peu plus de fun, eh bien, on a créé un défi. C'est-à-dire que quand un certain nombre d'élèves ont joué au jeu Gaïa, eh bien, on les invite à un jour donné, à une date donnée, à un lieu donné, à venir présenter leurs solutions. Et ils sont devant un jury. Et donc, évidemment, c'est la solution la plus pertinente, la mieux argumentée, etc., qui remporte les honneurs. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc au départ, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on a fait un jeu. Et donc je vais vous expliquer après que le jeu se passe sur une autre planète. Donc c'est pas qu'on a vrillé, non, il y avait une vraie raison pédagogique à ça. Donc au départ, on s'est dit qu'on voulait faire un jeu sérieux parce qu'on trouvait qu'en termes d'efficacité pédagogique, c'était plutôt bien, que c'était attractif et puis que ça permettait d'aborder des notions complexes avec un public jeune et bon en formation. On est parti sur l'idée d'un jeu collaboratif. Parce qu'on voulait plutôt qu'il soit dans l'idée de construire ensemble plutôt que sur une idée d'opposition. Et puis, en plus, ça permet de confronter les différents a priori des différents apprenants. Donc, ça met un petit peu de... Enfin, c'est rigolo, quoi. Après, on a été vite confronté à un problème. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on les met à l'échelle d'un territoire et qu'on leur dit... Bon en 2050, qu'est-ce que tu imagines, par exemple, en Bretagne, qu'est-ce que tu penses qu'il y aura comme agriculture? Je caricature, mais on s'est dit, ils vont se dire, en Bretagne, il y a déjà des cochons et du lait. On va laisser pareil. Et puis voilà. Et parce que les bâtiments existent. Donc, on s'est dit, ça va pas, on peut pas faire comme ça, sinon on ne leur permettra pas de s'exprimer. Donc, nous avons eu l'idée de créer une planète très similaire à la nôtre et sur laquelle, en fait, ils partiraient d'une page blanche pour construire tout ce qu'ils veulent. Dans nos choix initiaux, dans la construction du jeu, déjà primo, on est parti directement dans l'idée qu'il fallait que le jeu soit gratuit. Parce que sur les établissements d'enseignement, même 20 euros des fois, eh ben, il faut faire une demande de budget. Enfin bref, c'est très compliqué. Je rigole pas malheureusement. Ensuite, on voulait que ce soit facile d'accès pour tout le monde. Donc sans réutilisation commerciale évidemment. On voulait que ce soit multi-support, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait vraiment une phase de jeu où il y ait un plateau, enfin des trucs à manipuler pour les jeunes, et aussi un côté numérique parce que évidemment avec le côté numérique ça permet d'apporter des chiffres, des chiffrages quoi. On voulait que ce soit, et ça a été c'est compliqué, hein. On voulait que ce soit simple, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit globalement juste mais quand même compréhensible par des apprenants. Donc, c'est-à-dire que ça induit de faire des choix de simplification. Et ça, c'est pas toujours si facile que ça à faire. Et puis, bien sûr, il fallait que ce soit à l'échelle du territoire et pas à l'échelle de l'exploitation. Donc, en termes d'objectifs pédagogiques, eh bien, l'idée, c'était d'avoir cette approche macroscopique qu'on a très, très peu. Hein. Dans l'enseignement, on l'a très, très peu. On est souvent à l'échelle de l'exploitation. Or, eh ben, c'est important que les jeunes arrivent à comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur exploitation, mais qu'ils font partie d'un tout. On voulait parler des enjeux alimentaires pour l'humanité en termes de quantité, de qualité, donc notamment toutes les notions d'équilibre alimentaire, etc., qu'ils n'ont pas. Et puis, faire le lien entre l'agriculture et l'alimentation, parce que ça paraît tout bête, mais des fois, les jeunes, alors moi, je vais faire du cochon, moi, je vais faire du lait, mais ils ont oublié
ou ils oublient, peut-être même c'est le cas des adultes, je ne sais pas, que finalement ce qu'ils produisent, ça sert à nourrir quelqu'un. Donc le jeu devait permettre de refaire le lien entre tous ces éléments. Et puis, bien sûr, évaluer l'impact environnemental et la résilience des systèmes. Donc pour réaliser le jeu, on a fait ça par étapes. Donc on va dire qu'on est monté progressivement en complexité du jeu et aussi on a affiné au fur et à mesure des retours des utilisateurs, que ce soit les joueurs ou les enseignants. On a amélioré le jeu au fur et à mesure. Donc on est parti un peu brut en 2021, c'est-à-dire qu'on a mis des pauvres élèves dans une salle, on les a filmés de partout, et puis on leur a mis un message d'un elfe qui leur disait au secours, j'ai une planète, tous les hobbits sont morts, je ne sais pas quoi faire, comment les nourrir, aidez-moi. Et là on a vu que même s'ils étaient super motivés, c'était quand même très très compliqué parce que directement ils ont pris leur téléphone, leur calculatrice. Ah oui, mais alors attends, si je donne une vache, combien elle fait de litres de lait, combien je peux nourrir d'habitants, enfin bref. Donc on a vu qu'il y avait une nécessité d'avoir un support, d'avoir des cartes, d'avoir un calculateur, etc. Donc on en a fait un truc un peu brut au départ. En 2022, on a testé une V0 qu'on a améliorée ensuite en 2023 avec une V1. Et en 2024, on a fait une V2 dans laquelle il y avait donc là un calculateur qui était quand même beaucoup plus abouti. Et puis deux versions, donc une version très simple, vraiment pour un public soit les plus jeunes apprenants, soit un public non agricole. Je pense, on en a encore parlé à midi par exemple, des apprenants qui sont dans des filières d'éducation nationale qui ne sont pas spécialement dans le domaine agricole. Donc, c'est-à-dire, en gros, eux, une vache, ils savent que ça fait du lait, point barre. Ils savent qu'un cochon, ça fait de la viande, point barre. Mais ils ne vont pas faire la différence entre le bio, le pas bio, l'herbager, etc. Donc du coup, on a cette version un petit peu grand public et on a une autre version plus complexe qui est utilisable par des publics plus avertis. Donc je pense plus par exemple les BTS ou les ingénieurs. Et donc en 2025, là les cartes et le plateau sont en train d'être refaits et on a mis à jour les données avec les chiffres qu'on vient de vous présenter. Donc comment ça se passe au niveau du jeu ? Alors, on lance le jeu par une vidéo dans laquelle vous voyez cet elfe, Aldaron, il s'appelle Aldaron, qui parle et qui explique aux élèves que sur sa planète, voilà, il est en difficulté, il faut les aider. Donc, il a remarqué que sur notre planète, il y avait les mêmes climats, les mêmes animaux, les mêmes plantes, etc. Mais lui, en gros, c'est un intellectuel, il ne sait absolument pas comment s'y prendre. Donc, il faut que les élèves lui proposent des solutions de système agroalimentaire. Mais comme c'est un elfe, l'environnement, c'est très important pour lui. Voilà, donc ils ont le message voilà, de départ. Oui, alors oui, évidemment, il y a effectivement des liens avec d'autres éléments culturels, mais que quand on parle d'elfes ou de hobbits ou de nains, on n'a pas, les jeunes, ils n'ont pas toujours la référence, donc bon, ça les gêne pas trop du coup. Donc ensuite, on les met sur une table avec tout ça là. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la map monde de Gaïa sur laquelle on voit les continents, etc., etc. On leur dit qu'il y a des climats, et puis ils ont ça. Les cartes à côté, donc c'est ça qui est en train d'être fait, ça c'est la version actuelle, il y aura une nouvelle version au courant de l'année, avec, vous voyez par exemple, là il y a un petit mouton, puis sur le mouton il y a plusieurs systèmes de moutons, et puis il y a plusieurs systèmes de vaches, plusieurs systèmes de cochons, etc. Une fois qu'ils sont capables de verbaliser, de dire alors sur notre planète, nous on veut mettre tels animaux à tel endroit parce que si, parce que ça, on veut mettre telle culture à vocation alimentaire à tel endroit parce que si, parce que ça. En gros, une fois qu'ils sont capables de verbaliser une stratégie, on leur donne accès à un tableur que je vais vous présenter après. Ils saisissent des effectifs, des surfaces, etc., etc. Et ça leur donne des résultats. Une fois qu'ils voient leurs résultats, rarement quand même au premier coup, ils ont des résultats parfaits, donc ils essayent d'optimiser l'ensemble. Et lors de l'étape numéro 5, ils ont travaillé par petits groupes, et bien à l'échelle de la classe, ils essayent de trouver un compromis avec une solution acceptable pour nourrir leur planète. Donc, par défaut, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut nourrir 67 millions d'habitants. Enfin, en gros, il faut nourrir la France avec la SAU de la France. Par défaut, c'est la surface en forêt de la France. Évidemment, on ne leur dit pas ça au début. Et puis, on espère avoir peu d'impacts environnementaux et être autonome en termes d'énergie. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que sur Gaïa, malheureusement, il n'y a pas d'énergie fossile. C'est ballot.
Donc le calculateur, donc ça c'est la première page que les apprenants ne voient pas toujours parce que c'est plutôt destiné aux enseignants pour paramétrer le jeu. La valeur par défaut, c'est comme je vous le disais la France, mais en fait on peut changer la surface, on peut changer agricole, on peut changer le nombre d'habitants, on peut changer, enfin mettre le changement climatique, donc avec un moyen, enfin soit rien du tout, soit moyen, soit fort. On peut paramétrer les surfaces non cultivables, donc là il faut entendre ce qui n'est pas labourable. Les pertes et les gaspillages alimentaires, et on peut paramétrer aussi l'autonomie, enfin un petit peu sur l'autonomie énergétique. Et donc voilà, eux les étudiants, quand ils arrivent, ils ont ça, ils ont la map monde de Gaïa, ils peuvent cliquer, si par exemple ils cliquent là, paf, sur 1, ils arrivent dans le territoire numéro 1. Et donc dans le territoire numéro 1, ils vont pouvoir saisir les systèmes animaux qu'ils ont choisis, les effectifs, ce qui calcule automatiquement la surface nécessaire pour l'élevage. Et après, ils vont saisir les cultures à vocation alimentaire pour nourrir les gaillans. Là, on ne voit pas en dessous, mais il y a la surface en bois et en bocage. Ils peuvent éventuellement décider de ne plus labourer, de mettre des couverts, etc. Et une fois qu'ils ont rempli toutes leurs petites pages, ils ont les résultats. Donc, d'abord, ils ont un score global. En fait, il y a 4 thématiques importantes: l'alimentation, la durabilité, l'autonomie énergétique et la cohérence agronomique. Bon, là, vous voyez que manifestement, ce qui avait été saisi n'était pas top. Hein. Donc, bon, alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, par exemple, ils vont cliquer sur la petite fourchette. Et s'ils cliquent sur la petite fourchette, ils ont l'onglet alimentation. Donc là, ils vont voir si les gaillans sont nourris de façon équilibrée. Donc là, c'est la valeur minimale, en fait, la valeur limitante. Et là, on voit, par exemple, on avait des gaillans qui avaient beaucoup de fibres dans leur alimentation, trop de protéines, et puis ils sont un peu obèses dans mon cas, là. Mais bon, souvent, ils sont obèses au premier tour, hein, quand même, je dois le dire. Parce qu'ils ont peur de ne pas nourrir, alors ils y vont bien. Donc là, il y a une représentation de l'assiette. Alors après, il y avait les autres thématiques. Donc la thématique de durabilité. Donc là, ils sont obèses, mais bon, ils sont au niveau du bilan carbone, c'est pas top non plus. Donc c'est ça que je vous disais, qu'évidemment, quand on se rend compte de ça, ils se disent oula, je vais changer mes saisies. Et donc là, vous voyez ce qu'on a évalué sur la durabilité. Il y avait l'empreinte carbone, l'érosion, qui n'est pas extrêmement précise, il faut l'avouer, mais au moins on évoque le sujet, la biodiversité, la montée du niveau des océans, et puis la gestion de l'eau. L'autre thématique aussi, c'est l'autonomie énergétique. Donc là, ils peuvent rajouter sur leur planète, s'ils veulent, des éoliennes, de la méthanisation, des panneaux photovoltaïques, enfin bref, un certain nombre de choses. Bon, le petit challenge, c'est que on va essayer de leur faire, au niveau de la consommation d'énergie, on a mis la consommation agricole qui dépend de ce qu'ils ont saisi, mais on rajoute aussi la consommation des ménages en fonction du nombre d'habitants, qui est paramétré par rapport à la consommation énergétique en France. Et puis les nains, l'industrie des nains, c'est vraiment très très compliqué. Donc ça correspond à l'industrie en France. Et alors à chaque fois, ils disent oui, qu'est-ce qu'ils consomment ces nains? Oui, mais on parle pas. Donc voilà. Et puis, du coup, on voit si. Donc là, par exemple, sur ma planète, il n'y avait pas d'autonomie énergétique. Donc, il va falloir qu'ils réfléchissent. Alors, évidemment, là où c'est rigolo, c'est qu'ils peuvent avoir, par exemple, des cultures à vocation énergétique, mais s'ils mettent ça, ils nourrissent plus leurs gaillans. Vous voyez, c'est un problème. Ça. Et la dernière thématique, c'est la cohérence agronomique. Là aussi, c'est rigolo. Alors, pas forcément utilisé avec tous les niveaux d'apprenants. Hein, je pense les petits, par exemple, les premières, les terminales, ça pas forcément. Bon, ça dépend un peu de ce que le prof d'agro a envie de faire, j'ai envie de dire. Mais en gros, on regarde les apports. Donc les apports, ils sont là. Hein. C'est le Scrums, j'oubliais de dire, parce que sur le Scrums, en fait, on ne voulait pas mettre ammonitrate, donc ils ont du Scrums. Voilà. Le RSH, l'apport des légumineuses, l'azote organique. Donc tout ça, ça dépend des saisies qui ont été faites avant, et puis après avec des coefficients multiplicateurs basiques, j'ai envie de dire. Et puis à côté de ça, il y a les besoins des cultures et les besoins des fourrages qui dépendent là aussi des saisies qu'ils ont formulées. Donc là, par exemple, on voit que y a trop d'azote sur ma planète. Bon voilà, donc vous avez bien compris que ce que je vous ai présenté comme situation, du coup, était pas bonne. Donc ça voudrait dire que si j'étais étudiante, il faudrait que je corrige mes saisies. Voilà. Alors, si je reviens sur les variables d'entrée et les variables de sortie, donc je vous les ai présentées tout à l'heure en vous les montrant sur
les éléments de saisie, elles sont quand même assez importantes et on peut quand même changer un certain nombre de choses. Ce qui fait que, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont joué à l'échelle de leur département, parce qu'eux, ils voulaient voir si à l'échelle de leur département, eh bien, ils étaient autonomes. Voilà, ce qu'il en était. On peut imaginer jouer au niveau de la commune aussi, donc pour les questions territoriales, c'est intéressant. On peut jouer à l'échelle de l'Europe. Alors après, à l'échelle du monde, on pourrait, mais bon, le problème, c'est que bien sûr, les cas types qui sont mis dedans sont plutôt des productions de chez nous, donc évidemment, ça devient moins représentatif. Et après, au niveau des sorties, donc c'est ce que je vous ai présenté avec ces 4 grandes thématiques. Donc, pour ce jeu, il faut voir que vraiment, on met la pédagogie au cœur du jeu. C'est pas un jeu qui a vocation à être joué tout seul dans son coin. Il faut quand même qu'il y ait un enseignant. Et donc, l'équipe pédagogique doit réfléchir aux objectifs qu'elle souhaite viser avant de jouer. Parce que vous avez bien compris que le jeu est très très large d'utilisation, parce qu'il y a plein de thématiques visées. Donc, si on veut pas noyer les apprenants, en fait, on va souvent l'équipe pédagogue réfléchit en se disant, bah, bon, moi, je vais y aller à ce jeu-là en ayant tel objectif pédagogique. Et donc, à l'issue du jeu, va réutiliser certaines notions pour, par exemple, les approfondir. L'important, c'est de favoriser l'imprégnation dans l'univers du jeu, parce que l'idée, c'est vraiment quand même que les jeunes expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer et qu'ils ne se sentent pas frustrés. Donc, par exemple, j'imagine le cas d'un étudiant, lui, il est végétarien, il veut voir si sa planète végétarienne, elle peut marcher. Il ne faut pas le brusquer, quoi. J'ai envie de dire, il y va, il teste. Puis de toute façon, si ça ne marche pas, il va bien voir tout seul. Et pendant le jeu, il faut vraiment les laisser avoir la place à l'erreur. Donc là, on les laisse allègrement dire des âneries, et puis on corrige à la fin. Donc là, l'enseignant, il est devenu une ressource, un allié. L'enseignant n'a pas forcément la réponse, d'ailleurs, à toutes les questions, parce qu'en fait, je veux dire, il n'a pas la science infuse, il n'a pas le calculateur dans la tête. Donc, ça fait un changement de posture qui peut parfois déstabiliser certains collègues. Mais le fait de montrer à la classe qu'on peut lui accorder sa confiance pour trouver une réponse et sauver la planète, ça donne quand même, on va dire, une bonne, comment dirais-je, une bonne ambiance de classe, une bonne ambiance de jeu et une bonne imprégnation dans le projet. Voilà. Alors, voilà. Lors du jeu, s'il y a des participants qui veulent jouer au défi, la règle c'est vous présentez le défi en votre réponse, votre solution. Donc votre réponse à Aldaron en 10-15 minutes et la forme n'est pas définie. Donc à chaque défi, en fait, on leur a dit, moi, vous faites un diaporama, enfin n'importe quoi. Du moment que vous répondez, c'est acceptable. Et du coup, on a eu au cours des 3 défis précédents qu'on a eu jusqu'à présent, des formes assez étonnantes. Et c'était ça qui était vraiment sympa aussi lors du défi, c'est que presque on ne s'attendait pas à voir à chaque fois chaque chose. Donc là, par exemple, ils avaient fait un C'est pas sorcier, ils avaient fait plein de comme il fait Jamy, quoi, des structures. Là, ils avaient fait une espèce de poster pour tout expliquer. Enfin voilà. Donc oui, on a eu des podcasts aussi. On a eu un jeu télévisé. Il y en a qui avaient fait en anglais. Il y en a qui avaient fait un débat. Enfin vraiment des trucs très étonnants. Et à chaque fois, c'était très riche et très intéressant. Les effets perçus de ce jeu, ce qui ressort au niveau des apprenants, c'est qu'il y a un dépassement de soi, parce que bon, au début, c'est quand même un peu compliqué, mais ils se mettent dedans et ils y arrivent. Il y a une bonne cohésion de groupe. Ils apprécient cette liberté d'expression, le fait de ne pas être bridés, et ça leur permet de rêver. Et le fait qu'on fasse un défi, ça favorise l'émulation. C'est-à-dire que dans l'amphi, quand vraiment, on a l'impression qu'ils sont un peu comme un match de foot, ils encouragent leurs représentants, ils sont super contents. Et ça, je trouve qu'en termes pédagogiques, c'est une vraie réussite. Pour les encadrants, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de changer de posture, c'est pas facile, mais par contre, c'est assez valorisant. Et ça favorise quand même l'encrochage d'un certain nombre de notions. On peut aborder des notions qui sont quand même complexes et par lesquelles on aurait eu du mal à entrer, si vous voulez. Qu'est-ce qui ressortent les jeunes de ce jeu? Alors souvent, ils font une baisse globale des effectifs animaux pour viser l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait, leur objectif, c'est forcément, eux, ils nourrissent une planète, donc ils ne peuvent pas exporter en dehors de la planète. Donc eux, ils veulent juste nourrir leurs habitants. Donc c'est comme si en France, on ne nourrissait que les Français, sans exportation, quoi, sous-entendu. Alors, on remarque, entre toutes les propositions, il n'y a jamais soit de l'intensité,
soit du bio, soit... Enfin, il y a souvent quand même une complémentarité de système qui est proposée. Et alors, si je caricature un peu les propositions, mais c'est pas toujours le cas, mais quand même souvent ils se disent on va mettre de l'herbe là où l'herbe elle pousse, avec plutôt des systèmes bio ou plein air, et puis dans les parties où c'est un petit peu moins facile, on va mettre de l'intensif. Ou alors justement dans les grandes plaines céréalières, eh ben, ils mettent souvent du monogastrique intensif dans l'idée d'avoir des effluents pour fumer les terres. Ils réfléchissent beaucoup à la place de l'arbre et à la place de la prairie, du coup, parce que sinon, bah, forcément, au niveau environnemental, ils sont dans les choux. Ils pensent aussi beaucoup à la production d'énergie. Alors après, la difficulté, c'est qu'ils vont mettre des éoliennes partout. Alors là, pour produire l'énergie, l'éolienne ne leur pose pas de problème. Dans la vraie vie, en fait, ça leur posera un problème si on leur mettait l'éolienne chez eux. Mais dans le jeu, ils ont vraiment cette réflexion, oh, bah non, je dois faire de l'énergie pour ma planète, je mets des éoliennes. Tant pis si les gens sont pas contents. Bon, voilà, là, il y a du boulot hein, en termes de travail d'acceptation, évidemment. Et pour eux, ils ont le sentiment de mission accomplie. Pour eux, vraiment, le premier truc qu'ils regardent, c'est l'empreinte carbone en parallèle avec le fait de nourrir les gaillants. Voilà, s'il y a que deux critères qu'ils vont regarder, c'est ces deux-là. Alors après, il y a le reste hein, à regarder, mais vraiment, eux, si ils ont rempli ces deux trucs-là, ils ont l'impression d'avoir réussi. Voilà, alors en conclusion... j'ai pas trop dépassé, voilà. On a demandé à des joueurs, que ce soit des enseignants ou des jeunes, de dire 3 mots pour parler du jeu. Ils ont dit découverte, attractif et réflexion. Donc c'était vraiment un jeu efficace pour changer de paradigme. Aujourd'hui, on a à peu près, je chiffre à peu près à 50 enseignants qui ont été formés au jeu, 24 classes qui ont joué au défi, ce qui fait plusieurs milliers de jeunes qui ont joué quand même depuis la création du jeu, j'entends. Hein. Le projet va encore évoluer parce que donc il est dans le projet Step Up et du coup il y a une version web du calculateur qui devrait arriver. Et à mon humble avis, je trouve que ce jeu c'est une belle réussite collective parce qu'on a dans les concepteurs du jeu des compétences complémentaires. On y allait au step by step et ça a fini par bien marcher. Alors, je pense aussi qu'il y avait la thématique qui a attiré les enseignants, mais bon, c'est pas si facile que ça de faire un jeu sérieux et c'est encore moins facile de le diffuser. Et là, on a quand même eu pour ça une belle réussite. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé avec moi à créer ce jeu parce que je pense que ça restera encore quelques années dans les salles de classe.